Donc, d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Manuel Paradis. Je suis chargé de cours au département d'économique de l'Université Laval. Je suis aussi coordonnateur d'un partenariat de recherche qui s'appelle le DEPI, Disability Employment and Public Policy Initiative. J'ai complété une maîtrise en économie au département d'économique. Donc, quand je viens vous parler des programmes et de la réalité d'étudier au département d'économique, je sais de quoi je parle. Donc, on commence rapidement par se demander qu'est-ce que c'est l'économie. Je vous invite plus tard, après la présentation, à consulter le lien ici. L'économie autour d'un café, c'est une vidéo qu'on a produit au département qui explique un petit peu la polyvalence de la science économique. Comment, en prenant un objet d'étude, par exemple, comme le café, on peut visiter tous les différents domaines économiques là, et tous les sujets qui sont d'intérêt pour les économistes. Mais puisqu'on n'écoutera pas le vidéo ensemble pour l'instant, je vais commencer par vous dire que l'économie, c'est l'étude des choix dans un contexte de rareté. Donc, autrement dit, l'économiste, il s'intéresse aux choix que font les individus, les organisations et les sociétés de manière générale dans un contexte de rareté. Autrement dit, on prend comme point de départ l'idée que les ressources sont rares. Autrement dit, ce qui nous entoure, c'est rare. Les ressources naturelles sont rares, le temps est rare, la quantité de travail est rare. Et tout ça, ça force les individus et les sociétés à faire des choix. Et c'est vraiment l'objet d'étude de l'économiste. Se questionner sur ces choix-là et comprendre comment les individus, les firmes, les sociétés, les gouvernements font des choix. Quand on s'intéresse à l'économie, rapidement, on se rend compte qu'il y a deux grandes branches de l'économie, la microéconomie d'abord et la macroéconomie. La microéconomie, c'est, comme son nom le dit, micro. On s'intéresse aux choix individuels, aux choix d'une firme ou d'un sous-ensemble de firmes en particulier, ou on s'intéresse à un marché précis. Par exemple, si ce qui vous intéresse, c'est le marché des voitures, c'est un marché précis et c'est les microéconomistes qui considèrent ce type de marché-là. La macroéconomie, comme son nom encore une fois le dit, c'est d'un point de vue macro. Donc, la macroéconomie, c'est l'étude des grands agrégats économiques. Donc, en macroéconomie, on va parler de PIB, on va parler de chômage, on va parler d'inflation. C'est des sujets qu'on n'abordera pas en microéconomie généralement. En microéconomie, on va vraiment se concentrer sur les choix individuels. Euh, on doit dire, puis souvent il y a une incompréhension sur ce qu'est l'économie. L'économie, c'est pas l'administration, ce n'est pas la finance et c'est pas non plus la comptabilité. A priori, en économie, on parle très peu d'argent. On parle très peu d'argent, on parle très peu de finances. Ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est les choix des individus. Et comme l'argent et les ressources sont rares, on en vient éventuellement à parler d'argent. Mais à la base, ce n'est pas notre sujet d'étude. Donc, les marchés financiers, un économiste va pouvoir s'y intéresser s'il s'intéresse aux différents choix que font les agents économiques sur les marchés financiers, mais il ne s'intéressera pas comme un étudiant en finance ou en administration du rendement des actions ou de la volatilité des titres sur un marché financier. L'économiste s'intéresse aux choix. Ce qui fait que, puisqu'on est dans un contexte de rareté, que les ressources sont rares et qu'on s'intéresse aux choix, l'objet d'étude de l'économiste est presque toujours lié à des problèmes sociaux qu'on tente de résoudre. Les problèmes sociaux, on peut s'imaginer qu'ils sont issus de la rareté. Les soins dans les hôpitaux, c'est une rareté de ressources qui fait en sorte qu'on ne peut pas soigner tous les individus comme on le souhaiterait. La qualité de l'éducation, c'est encore une fois une question de ressources, une question de rareté de ressources qui fait en sorte qu'on n'est pas toujours capable d'offrir les niveaux d'éducation qu'on aimerait à tous les individus. Donc, la rareté, nécessairement,
c'est lié aux problèmes sociaux. Et l'économiste, il s'intéresse aux problèmes sociaux. Donc, l'économiste qui fait, il réalise des études, il essaie d'expliquer, de prévoir des phénomènes économiques, de résoudre des problématiques économiques ou de résoudre des problèmes pour atteindre des objectifs économiques, donc des objectifs qui sont en lien avec les définitions d'efficacité économique qu'on se donne selon les problèmes qu'on étudie. Et l'économiste va aussi essayer d'évaluer l'impact des décisions passées et futures en termes économiques. Ces décisions-là, les problèmes et les phénomènes que l'économiste étudie, encore une fois, je le dis, ils ont des répercussions sociales. Donc, on va voir plus tard dans certains sujets d'études que j'ai réunis là, pour vous donner un petit peu une idée de ce que les économistes font au niveau de la recherche. Mais on va voir que c'est des sujets qui sont fondamentalement sociaux. L'économiste, ses compétences, et là, vous allez peut-être vous demander, est-ce que moi, j'ai les compétences pour être un économiste? Ben, c'est quelqu'un d'abord qui est capable de vulgariser, de communiquer d'une manière efficace, parce que on manipule en économie des concepts qui sont complexes, mais une grande partie de la tâche d'un économiste, ben, c'est de les faire comprendre, ces concepts-là, des idées économiques, ben, de les faire comprendre de la manière la plus efficace possible. Donc, l'économiste doit être un bon communicateur. Il doit aussi être capable de travailler en équipe, évidemment, parce qu'un économiste va s'insérer dans des équipes souvent plus larges dans lesquelles il va peut-être avoir des statisticiens, des experts de politique publique, des chercheurs dans d'autres domaines, des gens qui s'occupent, par exemple, de communiquer les décisions des décideurs publics. Et donc, travailler en équipe, c'est essentiel aussi. Bon, les tâches de l'économiste se complexifient évidemment comme le reste de la société. Donc, c'est rare qu'on travaille seul sur un problème. Il faut souvent être capable d'interagir et de collaborer avec d'autres personnes. Pour être économiste, il faut à la base avoir une bonne aptitude pour la programmation informatique et les mathématiques. Mais on va voir plus loin qu'au département d'économie, il y a des options qui font en sorte que les mathématiques sont moins présentes dans certains des parcours qu'on offre. Mais en général, un économiste va devoir éventuellement savoir programmer et être à l'aise avec les mathématiques, comprendre l'actualité, parce qu'évidemment, toutes les problématiques qu'on adresse, c'est des problématiques qui sont à la base sociale. Donc, comprendre, aimer s'intéresser à l'actualité, s'intéresser aux différents enjeux sociaux, aux problématiques auxquelles fait face la société. Et comme dans la grande majorité des sciences ou des domaines, ben, une curiosité intellectuelle et un sens critique, c'est essentiel. Donc, l'étudiant et l'étudiante en économique, si on revient aux caractéristiques, là, on a parlé des caractéristiques d'un économiste. L'étudiante, lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Ben oui, il doit être à l'aise avec les mathématiques et les statistiques, aimer les idées abstraites et la déduction. Souvent, on va voir que plusieurs concepts économiques sont contre-intuitifs et donc, il faut aimer réfléchir de manière abstraite, aimer réfléchir en manipulant des idées qui sont parfois un peu étranges. Aimer communiquer, évidemment, l'économiste va devoir éventuellement communiquer ses résultats ou le fruit de son travail. Aimer la rationalité, parce qu'à la base de notre science, à la base de la science économique, il y a des principes de rationalité qui sont forts. Donc, c'est un raisonnement qui doit être présent chez l'économiste et chez l'étudiant en économique. Manipuler et analyser des données, bien, ça devient essentiel dans tous les domaines et ce l'est aussi en économique. Dans votre parcours d'économiste, si vous choisissez d'étudier l'économie avec nous, vous allez devoir manipuler des données, les analyser à l'aide de statistiques et de modèles mathématiques. Et évidemment, vous devez vous intéresser à l'actualité. L'étudiant en économique qui s'intéresse à l'actualité parce que le sujet économique, ben, il est toujours d'actualité. Vous le savez, on le voit là en ce moment, là, avec la crise qu'on traverse présentement.
les enjeux de la pandémie dans laquelle on se trouve, ben, vont avoir des répercussions économiques à très long terme et donc comprendre le monde qui nous entoure, les effets de différents événements, ça fait partie de ce que l'étudiant en économique doit aimer faire. Donc, nos étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ici, vous allez pouvoir, après la présentation, cliquer sur les liens pour voir ce que font certains des étudiants qui ont étudié au département d'économique de l'Université Laval. Je vous invite à aller voir le parcours de Déby Gendron, qui travaille au gouvernement. Le parcours de Jean-Pierre Lessard, qui lui a choisi la voie entrepreneuriale et qui a fondé une firme de consultation, ou le parcours de Marie-Noëlle Robitaille, qui, elle, se concentre sur les statistiques, la programmation et l'économétrie. Donc, on voit déjà qu'il y a une grande palette de possibilités pour les économistes sur le marché du travail. Qu'est-ce que ça fait un économiste? Ben, justement, ça fait de la recherche, ça analyse, ça planifie, ça prévoit. Donc, au gouvernement, plusieurs économistes vont devenir agents de recherche et de planification socio-économique. C'est des gens qui vont étudier des problématiques ou des politiques publiques en détail pour faire des rapports ou pour faire des recommandations sur sur la situation. Il y a plusieurs personnes qui passent par le département d'économique qui deviennent éventuellement fonctionnaires dans différents ministères. Il y a des économistes dans pratiquement tous les ministères au provincial et au fédéral. Et la bonne nouvelle, c'est que le taux de placement des étudiants en économique est presque de 100 %. Et là, puisque vous êtes des potentiels étudiants en économique, ben, je vous ai mis un lien ici que vous allez pouvoir cliquer pour vérifier que c'est vrai ce que je dis. Sur le site du SPLA, il y a l'analyse du marché du travail pour les diplômés d'économistes. Vous allez voir que le taux de placement est très élevé. Donc, comme je disais, bien, il y a plusieurs types d'employeurs pour l'économiste, à la fois au public, mais aussi au privé, à l'international aussi, au niveau local. Donc, des économistes, on en trouve autant dans les municipalités, au niveau des villes, dans les gouvernements provinciaux et fédéraux. Évidemment, le système dans des institutions financières, bancaires, au niveau des compagnies d'assurance, des économistes se retrouvent dans la grande majorité des milieux et des domaines. Donc, pour ça, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de débouchés. Et là, pour vous donner l'eau à la bouche avant de parler des programmes, j'ai recensé différents sujets qui sont étudiés au département d'économique actuellement. Pour vous donner une idée, si on veut, là, des problématiques qui sont adressées par les chercheurs de l'Université Laval qui se spécialisent en économie. Donc, on a au niveau macroéconomique, Kevin Morin, qui est professeur au département, lui, il s'intéresse à l'impact de l'incertitude sur le PIB et l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il tente de modéliser les effets de l'incertitude. Et là, ici, on vit une grande période d'incertitude, vous vous en doutez bien. Les effets de la pandémie font en sorte que le futur est très incertain. Bon, à partir de méthodes sophistiquées, Kevin Morin tente de déterminer ça va être quoi les impacts sur les grands agrégats macroéconomiques. Et le PIB, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le produit intérieur brut. Donc, c'est l'ensemble de la production à l'intérieur d'un pays. L'inflation, c'est l'idée que au fur et à mesure que le temps avance, la monnaie qu'on détient permet d'acheter de moins en moins de biens et services. Donc, cette idée-là, là, qu'il y a l'inflation, l'augmentation continuelle du cours de la vie, mais comment c'est affecté par l'incertitude? C'est extrêmement pertinent actuellement. Ce qu'on vit, c'est une grande période d'incertitude, donc c'est de la recherche très actuelle.
Marie-Pierre Isabelle, qui est une professeure au département, elle s'intéresse par exemple au lien entre les revenus, les inégalités, donc les inégalités, pourquoi certaines personnes ont plus, certaines personnes ont moins. Elle fait le lien entre ça, les revenus, donc les salaires, les revenus, ce que les gens gagnent, l'inégalité des revenus et la santé mentale des individus. Donc, Marie-Pierre Isabelle se concentre sur la santé du cerveau et tente d'appliquer la science économique pour tirer des constats au niveau de la santé mentale. Charles Bellemare, qui est un professeur au département et qui est chercheur principal du DEPI, l'organisme que je coordonne, lui, il s'intéresse entre autres à la discrimination sur les marchés du travail. Donc, un de ses objectifs, c'est de déterminer d'abord s'il y a de la discrimination envers les personnes qui ont des incapacités et d'essayer, s'il y a de la discrimination, d'en évaluer les impacts. Et c'est intéressant, ce sujet-là est particulièrement intéressant parce que Charles a fait appel à la méthode du testing. La méthode du testing, c'est qu'un chercheur va envoyer des fausses candidatures à des vraies offres d'emploi. Vous avez peut-être vu ce type de recherche-là dans les médias dans les dernières années. Ça a été fait, entre autres, par Guy Lacroix, là, qui est chercheur au département aussi, envoyait des candidatures où la seule chose qui variait, c'était le nom de l'individu. Et il y a certaines candidatures envoyées qui avaient des noms à connotation maghrébine, tandis que d'autres, c'était des noms québécois. Et à partir de tout ça, on a été capable de détecter une certaine discrimination sur les marchés du travail. Charles applique la même méthodologie, mais au niveau des personnes qui ont des incapacités. Donc, est-ce que pour deux curriculum vitae qui sont semblables, le fait de mentionner une incapacité, est-ce que ça va provoquer une discrimination chez les employeurs? C'est ce qu'on appelle la méthode du testing. Vincent Boucher, qui est professeur au département, lui, il s'intéresse au réseau d'amitié et comment ces réseaux-là d'amitié permettent ou nuisent à l'intégration des réfugiés syriens en Turquie. À travers des expériences de terrain où il a été permis de modifier le nombre d'étudiants syriens intégrés dans des classes en Turquie. À travers ces manipulations-là d'ordre expérimental, Vincent arrive à déterminer l'impact de différents réseaux d'amitié sur le niveau d'intégration à la fois des enfants, mais aussi des familles. Luc Bissonnette, qui est chercheur au département, lui s'intéresse, entre autres, à l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse un très grand nombre d'offres d'emploi par des programmes informatiques. Donc, il analyse le texte des offres d'emploi pour déterminer les grandes tendances sur les marchés du travail. C'est ce qu'on dit là, ici par traitement naturel du langage. C'est des techniques d'apprentissage machine. Finalement, un dernier exemple là, parmi plusieurs que j'aurais pu sélectionner, Sylvain Dessy, qui s'intéresse, lui, à l'économie du développement, fait présentement un projet sur la procréation précoce, donc le fait d'avoir des enfants à un jeune âge dans les pays en développement, l'impact de cette procréation précoce sur les écarts de rémunération, mais au sein du couple. Donc, de voir cette procréation précoce-là, l'inégalité qu'elle peut créer à l'intérieur même d'un ménage. Donc ça, vous voyez ici, c'est des sujets de recherche qui sont étudiés en économique par des chercheurs de l'Université Laval. Et derrière ça, on voit qu'il y a toujours, pas très loin, l'idée de politique publique qui vient devenir un petit peu le lien commun entre toutes ces recherches-là. Si les chercheurs de l'Université Laval font ce type de recherche-là, éventuellement, c'est pour améliorer le bien-être collectif. Donc, par exemple, si je pense à Charles qui fait de la recherche sur la discrimination sur les marchés du travail, ultimement, l'objectif, c'est de proposer des politiques publiques qui vont améliorer le bien-être de la collectivité en tentant de réduire la discrimination. Et on pourrait faire la même réflexion pour chacun de ces projets-là, parce que ultimement, l'objectif de l'économiste, c'est d'améliorer le bien-être collectif.
Donc, pas très loin derrière, il y a toujours cette question-là de politique publique et d'amélioration du bien-être. Pourquoi on vous invite à venir étudier au département d'économie? Bien, d'abord parce que c'est un département où vous pouvez être proche des professeurs. Les professeurs sont accessibles, disponibles. Il y a plusieurs experts au département en recherche appliquée dans plusieurs domaines. Il y a même des centres de recherche. Il y a le CREAT qui s'intéresse aux questions d'énergie, d'environnement. C'est un centre de recherche du département. Il y a le CREP qui est un centre de recherche qui s'intéresse à l'impact des politiques publiques. Et il y a le DEPI, le projet dont je vous ai parlé plus tôt, qui s'intéresse à l'intégration des personnes qui ont des incapacités sur les marchés du travail. Ça, c'est des centres et des projets de recherche. Il y a beaucoup d'autres chercheurs qui font de la recherche appliquée dans plusieurs autres domaines. Notre programme il est reconnu pour sa rigueur. Okay? On est reconnu au département d'économie pour la qualité des finissants et leur productivité sur les marchés du travail. À Québec, on est chanceux, on est très près de la fonction publique. Donc, il y a des liens qui sont créés. On a à chaque année la journée d'économie appliquée qui met en relation le marché du travail et nos finissants à la maîtrise. C'est des opportunités de réseautage. Donc, chaque année, il y a des rencontres qui se font et qui mènent évidemment à des offres d'emploi. Donc, cette proximité-là avec la fonction publique, ben, c'est un grand avantage. Et notre programme est réputé pour bien préparer les étudiants aux études supérieures. Il y a des cours sur presque tous les domaines qui intéressent l'économiste. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et notre formation, elle est pratique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois théorique, académique, mais vous pouvez, dans le cadre d'un programme en économique, faire des stages et des séjours à l'étranger. Je vais en parler un petit peu plus tard, des séjours à l'étranger. Mais les stages, c'est toujours possible dans un programme en économique de faire des stages à la fonction publique ou dans une entreprise privée. Les stages sont généralement crédités. Ici, c'est marqué qu'on a une formation pratique. Il existe au département le LEL, le Laboratoire d'économie expérimentale. Et donc, il y a un laboratoire au département d'économie où on peut faire des expériences économiques avec des sujets humains. Et donc, ceux qui s'intéressent à ça, l'impact des modifications dans les contextes sur les décisions des individus, bien, ils peuvent se servir du laboratoire pour tester leurs hypothèses. Vous allez voir plus tard qu'il y a différents profils d'études offerts. Il y a le profil développement durable qui permet de faire jusqu'à 12 crédits. J'ai des petites notes ici, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, profil développement durable qui permet de faire jusqu'à 12 crédits dans des thématiques en lien avec le développement durable. Profil international qui permet d'aller faire une ou deux sessions à l'étranger. Donc ça, si vous vous inscrivez au baccalauréat, bien, vous allez pouvoir sélectionner un de ces profils-là, sous condition d'être admis, évidemment. Le profil distinction, pour les étudiants qui sont extrêmement performants, ils peuvent faire des cours de deuxième cycle dans le cadre de leurs études de premier cycle. Et ça nécessite une moyenne assez élevée, mais ça permet d'avoir la mention profil distinction, ce qui est toujours un très bon signal quand on va tenter de se chercher un emploi. Et il y a le profil entrepreneurial où on accompagne les étudiants à réaliser un projet d'entrepreneuriat. Et un autre avantage de venir étudier au département d'économique, c'est qu'il y a des bourses qui sont disponibles pour les étudiants et il y a plusieurs possibilités d'emploi aussi. Donc, un étudiant en économique, dès sa troisième session, peut appliquer pour devenir assistant d'enseignement et devenir l'assistant d'un professeur qui donne des cours. Donc, faire de la correction, répondre à des collègues sur les forums des cours, à des questions de nature économique, donc aider les professeurs. Donc, il y a plusieurs emplois disponibles au département, donc c'est un avantage, je pense, à venir avec nous. Donc, maintenant que je vous ai expliqué les qualités de l'étudiant en économique, les sujets
qu'on aborde en économie, ben, c'est maintenant le temps de parler des programmes. Donc, principalement, il y a 4 programmes au département d'économie et une distinction de ces programmes-là, c'est le niveau de mathématiques qui est requis durant le parcours de l'étudiant. Donc, d'un côté de cette espèce de continuum-là, ben, on a le certificat en économique. Le certificat en économique, c'est un programme très court, 30 crédits, dans lequel les mathématiques ne sont pas vraiment présentes. Même chose pour le baccalauréat intégré en économie et politique. Au niveau de l'intensité des mathématiques, c'est très peu élevé. Et plus loin, ben, on a le baccalauréat en économique où les mathématiques sont présentes, mais pas autant que dans le dernier baccalauréat qu'on offre au département, qui s'appelle le baccalauréat intégré en économie et mathématiques. Vous voyez, si vous vous intéressez à l'économie, mais que les mathématiques, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas particulièrement, mais il y a des programmes qui peuvent vous convenir, comme le baccalauréat intégré en économie et politique, où on se concentre sur l'économie, mais sur la politique. Le baccalauréat en économique, c'est un peu un entre-deux, si on veut. Le niveau de mathématiques va être relativement élevé, mais ça va toujours être, ça ne sera pas l'élément essentiel des études. Tandis que le baccalauréat intégré en économie et mathématiques, ben, il faut bien comprendre, c'est un baccalauréat à la fois en économie et en mathématiques. Donc, la moitié des cours du baccalauréat intégré en économie et mathématiques sont des cours de mathématiques. Donc là, ici, il y a déjà une espèce de choix à faire lorsqu'on s'intéresse à l'économie, qu'on veut étudier en économie. Quel niveau de mathématiques me convient? Donc là, ça, c'est l'explication de ces différents niveaux-là. Je commence par le baccalauréat en économique. Ben, c'est le baccalauréat de base où on apprend les bases de l'économie. Ce qui est nécessaire pour être admis au baccalauréat en économique, c'est un DEC en sciences et lettres et arts ou un autre DEC en s'assurant d'avoir réussi le cours mathématiques NYA, calcul différentiel. Sachez que si vous avez un DEC en sciences humaines, par exemple, il y a des cours compensateurs qui sont donnés à l'Université Laval qui permettent de remplir ces préalables-là. Donc, la moitié du programme du baccalauréat en économique est personnalisable. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir des cours de concentration au choix. Et les concentrations dans le bac en économique, il y en a 4. Il y a d'abord analyse et communication des politiques. Ça, ici, on se concentre sur la rédaction, la communication, comment bien expliquer les politiques publiques. Il y a une autre concentration qui s'appelle la science des données économiques. On va faire dans cette concentration-là de la programmation, de l'analyse de données, de la manipulation de données. Donc, ça ici, c'est des concentrations que vous pouvez choisir si vous décidez de vous inscrire au bac en économique. Il y a aussi l'économie financière. Ça va être une concentration dans laquelle vous allez être appelé à faire des cours de finance et vous allez faire les liens entre les marchés financiers et l'économie. Et finalement, ben, il y a le bac sans concentration où vous choisissez les cours qui vous conviennent selon les sujets qui vous intéressent. Et les différents sujets de cours en économique, c'est par exemple l'économie de la criminalité, l'économie de la santé, les ressources naturelles, l'énergie, l'environnement, l'organisation industrielle, les marchés banquiers. Il y a des cours d'économie comportementale, des cours d'économie expérimentale. Donc, il y a une panoplie de sujets qui sont traités à travers les cours qui sont offerts par le département. Je dois vous mentionner que si vous êtes titulaire d'un DEC en technique de comptabilité et de gestion, en gestion de commerce ou en logistique du transport, il y a une passerelle ou il y a des passerelles DEC-BAC qui vous permettent de vous faire créditer jusqu'à 24 cours.
ça peut être un avantage si vous possédez un de ces decks-là. Ça, c'est pour le bac en économique, le bac standard dans lequel on peut choisir une des 4 concentrations. Maintenant, le bac intégré en économie et politique, c'est une alternative au baccalauréat en économique où on fait à la fois des cours de politique et des cours d'économie. Donc, détenir un deck en sciences, lettres et arts ou en sciences de la nature ou tout autre deck et compléter le cours de méthode quantitative en sciences humaines, c'est les conditions d'admission pour ce bac-là. C'est destiné aux étudiants qui peut-être s'intéressent à l'économie, mais ne s'intéressent pas particulièrement aux mathématiques. Donc, vous allez avoir des cours de politique publique et de sciences économiques, et le niveau de mathématiques va être très peu élevé. Encore une fois, comme le baccalauréat en économique, le baccalauréat intégré en économie et politique, il mène aux études supérieures. Donc, le bac en économique mène aux études supérieures à la fois en économie, en affaires publiques, en politique, en administration et en études internationales, tout comme le bac intégré en économie politique. Ça nous amène au bac intégré en économie et mathématiques, qui, je le souligne, est un bac en sciences. Donc, c'est une formation très formelle dans laquelle la moitié des cours sont des cours de mathématiques et de statistiques. Pour être admis, vous devez avoir un DEC en sciences, lettres et arts, en sciences de la nature ou l'équivalent, et avoir fait les cours de mathématiques du cégep. Donc, c'est un bac de 91 crédits et ça s'adresse aux étudiants qui performent et qui aiment les mathématiques. Dans ce bac-là, vous allez faire à la fois de l'économie, des mathématiques et des statistiques. Et ce bac-là mène notamment à la maîtrise en économique, mais peut aussi mener à poursuivre à la maîtrise en mathématiques. Ça, c'est vraiment le choix le plus formel quand on se positionne au niveau des mathématiques. Encore une fois, je le rappelle, ce bac-là, il est extrêmement intéressant, mais il s'adresse aux étudiants qui sont bons et qui performent en mathématiques. Finalement, si vous n'êtes pas certain encore, mais que l'économie vous intéresse, vous pouvez faire le certificat en économique. C'est 30 crédits. Le certificat, il peut être fait à temps complet ou à temps partiel et entièrement en ligne. La seule condition pour être admis au certificat, c'est de détenir un DEC. Et vous allez pouvoir suivre dans le cadre de votre certificat des cours de première année qui vont vous permettre de faire un survol des différents sujets, des différents domaines qui intéressent les économistes. Donc, économie de la santé, économie de la criminalité, économie de l'environnement, économie du comportement. C'est le type de cours qu'on peut suivre lorsqu'on fait un certificat en économique. Vous allez aussi faire des cours de base, donc principes de microéconomie, principes de macroéconomie. Et à la suite d'un certificat en économique, si vous décidez de continuer, tous ces cours-là vont être crédités dans un parcours de baccalauréat. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Peut-être que vous avez des questions. Annie, tu voulais mentionner quelque chose? Oui, bien, merci beaucoup, Manuel. C'était très, très intéressant. Je veux tout simplement mentionner que je crois que vous allez donner également une autre séance d'information lors de la journée des portes ouvertes du 20 février prochain. Mais les portes ouvertes qui seront virtuelles, évidemment. Mais cette fois-ci, oui, vous parlerez des programmes de premier cycle, mais également des programmes de deuxième cycle, des maîtrises. Il y en a 2, hein, je crois. Exactement. On a une maîtrise avec mémoire et une maîtrise avec stage. Donc, ceux qui font le baccalauréat chez nous, ils peuvent à la fois décider d'aller faire un petit peu plus de recherche ou s'intégrer sur le marché du travail en complétant un diplôme de deuxième cycle. Exactement. Puis il y a le microprogramme aussi, un microprogramme de deuxième cycle en économie. Il y a 2 microprogrammes au département. On a un microprogramme en économie du développement. Donc, les gens qui s'intéressent au développement économique, ils peuvent venir améliorer leurs connaissances, approfondir leurs connaissances des différents sujets là, en développement économique. Donc, modélisation, pauvreté, équité,
et analyse des politiques publiques en lien avec les pays en développement. Il y a aussi un micro-programme de premier cycle. On a un micro-programme de premier cycle en économie comportementale. C'est un autre produit intéressant qu'on peut vouloir explorer. Là, c'est des cours de base d'économie, des cours de base d'économie du comportement. Donc, c'est les deux micro-programmes, un de premier cycle, un de deuxième cycle.